Bien, alors, nous avons deux fentes latérales avec la peinture de chez Renault à l'intérieur, ocre jaune. Ces fentes latérales, elles sont rentrantes. Alors, ces deux fentes latérales, elles sont rentrantes. Vous avez 3 niches et 3 trous ronds. C'est pour l'aspiration des fumées et des gaz toxiques que dégage le canon. Voilà. Donc, on a un 4e trou ici. Vous voyez, en dessous. Ouais. Voilà. Alors, ici, nous avons l'affût du canon, qui était à cette hauteur, à peu près. Et ici, vous avez 2 fentes latérales pour le passage du canon, qui lui ouvre une trajectoire à 130 degrés. D'accord, alors jusque dans la fente qui est ici? Oui, le canon il rentre il peut passer dans la fente. Voilà. D'accord, mais ça limite quand même. Oui, non, il est, le degré d'inclinaison. il est au niveau, il est juste à niveau le canon. Là, comme ça. Il est très haut là. Ouais. Parce que normalement il se déplace latéralement à 130 degrés. Voilà. Alors le mur par éclat, en brique qui faisait tout le tour, il a été cassé pour sortir le canon. C'est pour ça qu'au plafond, vous avez des crochets. Voilà, des éclairs. Pour la manutention. Voilà, il y en a un, 2. Il y en a un là, ici, sur le fronton. Voilà. Avec des pales à chaîne. Vous savez ce que c'est un pale à chaîne? Alors, c'est des poulies. Et quand on manœuvre les poulies, il y a une 3e chaîne avec un crochet qui monte et qui descend. C'est le système de la grue. Donc il pèse 8 tonnes, ils l'ont démonté à pièces détachées pour le remonter en face. Pour faire des tirs terrestres. Comme ils ne pouvaient pas tirer sur la marine française qui était au large, donc ils les ont sortis pour faire des tirs terrestres pour tirer sur les FFI qui sont regroupés dans le Médoc. Donc lors de l'attaque des Français libres en avril 1945, ouais, c'est ça. Vous avez vu que leur batterie de marine finalement ne servait à rien sur les navires français ou alliés. C'est ça. Ils les ont démontés et ils les ont placés ici pour pouvoir les utiliser. Ouais, c'est un feuilleton un peu. Ouais. C'est un feuilleton, les canons de marine du Schneider. C'est pour ça que donc ici on maintient cet espace décaissé quand même pour le mettre mettre en valeur et pour expliquer à quoi ça servait. Voilà. Alors il a fallu il y a quelques années utiliser un tractopelle parce qu'il était enfoui sous 2 mètres d'épaisseur de sable. Mais là le sable revient régulièrement. Oui, avec les tempêtes. Combien de temps il faudrait avec les tempêtes. Après les tempêtes. Ouais. Ça se réensable rapidement. Ah ben oui, c'est les vents dominants, ils sont là. Hein. Ouest, plein ouest. Voilà. Alors, on a 2 trous au sol. On a 2 trous au sol, ici et là. Ah, c'est un dépotoir. Hein. C'est un dépotoir d'ordures. Alors le canon, il peut tirer 3 coups minutes. Les douilles vides en cuivre ou en laiton, elles sont recyclées et elles vont être jetées dans les trous au sol. Et quand ils n'ont plus de douilles derrière, ils sortent par là ou par là. Ils vont descendre par la trappe d'accès pour récupérer les douilles vides en cuivre ou en laiton. Donc ce vide sanitaire, c'était uniquement pour stocker les douilles. Oui, c'est pas un vide sanitaire, c'est des douilles, à vide. C'est sous ta munition à douille vide. D'accord. Voilà. Alors, si je peux me permettre, c'est un peu moins perfectionné que les ouvrages français, même petits, de la ligne Maginot, qui avaient un fossé diamant. Et la douille tombait souvent automatiquement par une goulotte dans le fossé à l'extérieur. Ah ouais, mais non, pas ici. Non. Enfin, ici, il devait la manipuler quand même, le soldat devait la manipuler et la jeter dans ce... Voilà, ici, il les jette à la main. Hein. Dans cette soute, d'accord. Alors, elles peuvent être en cuivre ou en laiton et elles sont recyclées.
Voilà, alors on va aller dans la soute à munitions principale. Alors, il faut vous imaginer que d'après certains plans que j'ai, il y a un passage au milieu et de chaque côté jusqu'en haut sont stockées les douilles vides en cuivre ou en laiton. Parce qu'au dernier moment, l'obus va être constitué entre celle sale et l'autre, où sont stockées les gargousses qui sont les charges de poudre et l'ogive explosive. Pour éviter les accidents et le stockage de munitions déjà prêtes à exploser. C'est ça, par mesure de sécurité, c'est assemblé au dernier moment. Alors ce petit réduit, ça a un nom, ça s'appelle une caponnière et ça donne accès au créneau de tir intérieur. Donc pour la défense rapprochée de l'entrée arrière du bunker. Voilà. Alors si on regarde attentivement une fente latérale, on va s'apercevoir qu'elle est en pente. Parce que l'obus, une fois constitué, le pose sur un petit chariot à roulettes, ça descend tout seul avec la pente. Ah, oui. Et à l'extérieur, dans la salle de tir, vous avez deux artilleurs qui récupèrent l'obus qui est constitué et il l'amène sur un berceau chariot à la culasse. Voilà. Et c'est excentré vers la droite pour éviter les tirs directs. Et de l'autre côté, c'est la même chose, mais c'est excentré vers la gauche. Ouais. Okay. Voilà. Si je me mets comme ça, effectivement, c'est ça. On ne voit pas et là en bas de la fente, on voit bien l'arrêtoir. Ouais. Voilà. Pour que le chariot se bloque. C'est ça. Et que l'obus ne tombe pas. Alors ici, on a une boîte de dérivation, donc le capot a été récupéré par un collectionneur il y a quelques années. Fabrication Simiès. Avec les presses et tout, comme il existe encore aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est un vestige. Et il n'y a pas longtemps qu'on nous a démonté le capot. Hein. Ah. Donc ici, il y avait une armoire blindée avec les buses pour la remontée du câblage. Voilà. Ici, vous avez la deuxième caponnière avec le deuxième créneau de tir qui fait le croisement avec l'autre pour la protection arrière de l'ouvrage. Okay. Voilà. Donc ici, il y avait des étagères pour stocker les munitions, les casques, râteliers à fusil. Voilà. On a encore des vestiges de cornières pour mettre des étagères. Voilà. Contre ce mur et contre ce mur, stocker les gargousses et les charges de poudre. Et la sortie arrière. Il y a encore un créneau de tir là. Ah oui, le comité d'accueil. Avec le coffrage d'époque. Oui, c'est ça. C'est en rodant. C'est bien conservé. Hein. Ouais. Alors, les emplacements des postes radio émetteurs récepteurs. Voilà, face à face. Les petites niches qui ont des fonctions aussi. Et un départ de tranchées semi-couvertes qui va en direction de leur abri. Okay. Alors, si on décaisse sur 1,50 m, 2 mètres, on va s'apercevoir qu'en dessous, c'est comment on appelle, c'est cimenté. Voilà, et elle le fait comme ça et comme ça. Okay. Et la plupart des ouvrages entre eux, ce sont des tranchées de sable étayées de chaque côté avec des planches pour pas que le sable coule et recouverts de branchages. Moi, j'ai des photos des archives de Vincennes en tant que collectionneur où on voit en vue aérienne tous les bunkers avec les tranchées. D'accord. Ah. Enfin, on les devine. Ah ouais. Et là, toujours l'accès au ring stand aussi. Ouais, c'est ça qui fait un croisement de tir avec l'autre. C'est les endroits, souvent, j'ai vu dans le secteur, on a encore la peinture d'époque sur le côté. Oui. Là, il y a des pauvres graffitis, malheureusement. Ouais. Mais j'en ai vu un vraiment très beau hier sur une autre position. Avec les deux couleurs. Vous voulez qu'on aille au poste de direction de tir, ouais. le M157 ? Ouais. C'est le cerveau de la batterie d'artillerie. Ok.
Alors j'ai fait un ouvrage là-dessus, rien que sur lui. Et où est-ce qu'on peut les trouver encore, tous les numéros Parce que j'ai pris... à la librairie Oncle Tom, c'est les mêmes prix de toute façon, ou à la maison de la presse, dans la rue piétonne. Et vous en avez écrit combien alors? Oui, une vingtaine. Une vingtaine. Mais j'en fais surtout sur Soulac. Ouais. J'en ai fait que 4 sur le mur de l'Atlantique. Et le guide, je l'ai fait traduire pour nos amis allemands. Parce que j'ai créé les visites pour les Allemands aussi. D'accord. Donc là, on se dirige vers le M157, c'est ça? C'est ça, le M157. Vous avez de la mémoire. C'est le même modèle qu'on peut voir. Il y en a 7 sur le mur de l'Atlantique. Donc il y a Batte-sur-Mer. Ouais. Les frères Broer, que je connais. C'est un bouquet énorme. C'est le même principe, mais il est encore plus gros. Et tout en haut, vous avez encore le télémètre. Ah ouais, ok. Ouais. Donc c'est le même Regelbo, même modèle de bunker qu'on voit dans le film Le jour le plus long, il me semble. Oui. C'est ça. Non, il est plus petit. D'accord. Il est plus petit. Dans le jour le plus long, c'est le même que vous avez à Longnes-sur-Mer. Ouais. Voilà. Alors voici le deuxième encuvement français. Il est pas rond, il est carré. Et donc ça date de quand? On a une vue magique là. Ah, voilà. Alors ça, c'est date des 1500, des années 30. Pour les fortifications, le fort des Arros. Voilà. Alors il y avait un canon ici, le même, un Schneider 164, et que les Allemands ont pris à l'intérieur. Et alors sur le fronton, vous avez un impact important. Un tir d'obus de marine française du Duquesne ou de la Lorraine, c'est du 280 voire du 340. En fait, c'est comme si on leur lançait un gros caillou. Ouais. Oui, il a quand même résisté. Hein. Alors la façade est intacte, mais tout l'intérieur a explosé volontairement par les démineurs français. Ils ont tout stocké là-dedans, ils ont fait péter, alors ça s'est ouvert comme ça. Ouais. Et la façade n'a pas bougé. Vous imaginez s'il faut que ce soit costaud. Ouais. Ouais, c'est énorme. C'est impressionnant. Hein. À Longnes-sur-Mer, il y en a un qui a aussi explosé, qui a implosé de l'intérieur sur les 4 casemates. Oui. Et c'était une erreur de manipulation des Anglais qui avaient pris la batterie. Ah oui. Et le bunker a explosé. Il y en a un qui est complètement... il est de l'extérieur... il est encore pas trop mal. C'est une des 4 casemates? C'est une des 4. Ah ouais. Et je pensais au départ que c'était suite à l'attaque anglaise sur la côte de Gold. Mais en fait, c'est une erreur de manipulation d'un des soldats et il y a eu plusieurs morts dans cette casemate. Ouais, elle n'empêche qu'elle est classée. Hein. Ouais. Elle est classée, elle est 4 fois plus petite qu'ici. Avant le M157, ouvrage pharaonique, on n'en voit que la moitié. Parce qu'il y en a autant en dessous. Hein. C'est quoi le GOY? Hein? C'est écrit la GOY. Ouais. Ouais, mais ça c'est les tags. Hein. Ils se respectent même pas entre eux. Quand il y a un qui est bien, qui est artistique, ils arrivent par-dessus, les autres ils gribouillent, ouais. Ils font n'importe quoi. Moi je déteste ça. Alors, ce qui ressemble étrangement à un barbecue à l'extérieur, c'est un logement pour mettre un groupe électrogène. D'accord. Un générateur. On dirait que ça a été rajouté par la suite. Ça a été rajouté par la suite.
Alors tout en haut, nous avons la salle de télémétrie. On va faire le tour. « 1500 mètres cubes de béton, 10 mètres de hauteur. Ils étaient 15 à travailler sur les 4 niveaux. Ça a été renforcé par, aux 4 coins par une entreprise payée par l'ONF qui sont gestionnaires du site. Là, parce ici, que les supports d'époque, ils sont tout rouillés. On voit qu'ils tiennent plus grand chose. Ouais. Et ça fait, je sais pas combien, ça fait des centaines de tonnes, ça. Alors moi j'ai une photo à l'époque, ici à la Libération, il y a un soldat qui est sur une échelle, il regarde à l'intérieur. D'accord. Ah. Il fait fi. Et sur ma photo, ici à cet endroit, il y a une antenne émettrice où on voit très bien le poste radio émetteur récepteur, l'antenne. Voilà. Alors deuxième niveau, la salle de télémétrie, deuxième niveau, lunettes à longue portée. La batterie elle avait été équipée complètement de tous ces dispositifs, tous ces outils de télémétrie. Oui. Oui. Et troisième niveau, ras du sol, en dessous. On monte par l'intérieur. Lunettes géonométriques, binoculaires et voire poste à mitrailleuse. Alors, si vous voulez faire une photo superbe, vous descendez un petit peu là et vous avez ce monstre de béton et d'acier. Là, c'est une super photo à faire. Ouais.